Le Phèdre de Platon, suite. Socrate. Examine donc le discours de ton ami et vois s'il est composé de cette manière ou s'il ne l'est pas. Tu trouveras qu'il ressemble exactement à l'épitaphe qui fut, dit-on, gravée sur la tombe de Midas, roi de Phrygie. Phèdre. Quelle est cette épitaphe et qu'a-t-elle de particulier ? Socrate. La voici. Je suis une vierge d'airain, je suis couché sur le tombeau de Midas. Tant que l'eau coulera et que tes grands arbres verdiront, fixé ainsi sur ce tombeau, arrosé de larmes, j'annoncerai aux passants que Midas a été enseveli en ce lieu. On peut indifféremment placer n'importe quel vers à la première ou à la dernière place. Tu le vois bien, n'est-ce pas ? Tu te moques de notre discours, Socrate. Laissons-le donc pour ne pas te fâcher, bien qu'il contienne à mon avis beaucoup d'exemples qu'il y aurait profit à étudier pour éviter avec soin de les imiter, et passons aux autres discours. Ici trouvait, je crois, une chose qu'il convient de considérer si l'on veut se rendre compte de l'art de discourir. Que veux-tu dire par là ? Ces discours étaient contradictoires, car l'un soutenait qu'il faut accorder ses faveurs à l'amant, et l'autre au prétendant sans amour. Et il le soutenait avec force. Je croyais que tu allais dire le mot juste, d'une manière délirante. C'est justement ce que je cherchais, car nous avons dit que l'amour est une sorte de délire, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'il y a deux genres de délire, l'un causé par des maladies humaines, l'autre par une impulsion divine qui nous jette hors de nos habitudes régulières. C'est vrai. Et dans le délire divin, nous avons distingué 4 espèces relevant de 4 dieux. Nous avons rapporté l'inspiration des prophètes à Apollon, celle des initiés à Dionysos, celle des poètes aux Muses, enfin celle des amants à Aphrodite et à Eros. C'est la dernière que nous avons déclarée la meilleure. Et je ne sais comment, tandis que nous tracions l'image de la passion amoureuse, touchant peut-être à la vérité, peut-être aussi nous fourvoyant loin d'elle, et composant de cette manière un discours assez persuasif, nous avons fait, en nous jouant avec décence et piété, une sorte d'hymne mythique en l'honneur de ton maître et du mien, Phèdre, en l'honneur d'Eros qui veille sur les beaux jeunes gens. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'entendre. Tirons-en donc un enseignement et voyons par quel chemin le discours a passé du blâme à l'éloge. Comment cela ? À mon avis, tout le reste n'est en vérité que jeu. Mais dans ces développements où le hasard nous a guidés, il y a 2 procédés dont il serait intéressant d'étudier méthodiquement la vertu. Lesquels ? C'est d'abord d'embrasser d'une seule vue et de ramener à une seule idée les notions éparses de côté et d'autre, afin d'éclaircir par la définition le sujet qu'on veut traiter. C'est ainsi que tout à l'heure nous avons défini l'amour. Notre définition a pu être bonne ou mauvaise, en tout cas, elle nous a permis de rendre notre discours clair et cohérent. Mais le second procédé Socrate, quel est-il ? Il convient à diviser à nouveau l'idée en ses éléments. Il consiste à diviser à nouveau l'idée en ses éléments, suivant ses articulations naturelles, en tâchant de n'y rien tronquer comme ferait un boucher maladroit. C'est ce que nous avons fait dans les discours de tout à l'heure. Nous avons ramené le délire à une idée générale commune. Puis, comme dans un corps il y a des couples de membres qui ont le même nom, ceux de gauche et ceux de droite, ainsi nos 2 discours ont considéré d'abord le délire comme un genre unique, puis l'un, s'attaquant au côté gauche, l'a divisé et subdivisé sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il ait rencontré une sorte d'amour de gauche auquel il a dit justement son fait. L'autre, nous conduisant sur la droite du délire, y a trouvé un amour du même nom que le premier, mais d'origine divine, qu'il a mis en lumière et loué comme l'auteur des plus grands biens pour l'humanité. C'est très exact. Voilà, Phèdre, de quoi je suis amoureux, moi, c'est des divisions et des synthèses.
J'y vois le moyen d'apprendre à parler et à penser. Et si je trouve quelque autre capable de voir les choses en leur unité et leur multiplicité, voilà l'homme que je suis à la trace, comme un Dieu. Ceux qui en sont capables, Dieu sait si j'ai tort ou raison de leur appliquer ce nom, mais enfin, jusqu'ici, je les appelle dialecticiens. Mais pour ceux qui ont étudié près de toi ou de Lysias, dis-moi quel nom dois-je leur donner? Serait-ce là cet art de la parole, grâce auquel Thrasymach et les autres sont devenus habiles à parler, et communiquent cette habileté à ceux qui veulent bien leur apporter des présents comme à des rois? Ces hommes sont vraiment rois, mais ils ignorent l'art dont tu parles. Au reste, tu as raison, je crois de l'appeler dialectique, mais il me semble que nous n'avons pas encore abordé la rhétorique. Comment dis-tu? Y aurait-il, en dehors de la dialectique, quelque beau procédé que l'art peut s'approprier? Gardons-nous bien, toi et moi, de le dédaigner, et disons en quoi consiste cette autre partie de la rhétorique. Il y a beaucoup à dire, Socrate, s'il faut rapporter ce qui est dans les livres de rhétorique. Tu fais bien de m'y faire penser. D'abord, il faut, je crois, qu'un exorde soit placé au commencement du discours. Ce sont ces sortes de choses, n'est-ce pas, que tu appelles les finesses de l'art? Oui. La seconde place est pour la narration, suivie des dépositions de témoins, la troisième pour les preuves, la quatrième pour les présomptions. On parle aussi de confirmation et de surconfirmation. C'est, je crois, l'habile artisan de discours qui nous vient de Byzance. Tu veux parler de l'habile Théodore? Sans doute. Il enseigne aussi ce que doit être la réfutation et la post-réfutation dans l'attaque et dans la défense. Donnons audience aussi à l'éminent Événos de Paros, l'inventeur de l'insinuation et des louanges détournées. On dit qu'il a mis en vers la doctrine des blâmes indirects pour aider la mémoire. C'est un habile homme. Laisserons-nous dormir Thysias et Gorgias, eux qui ont découvert que le vraisemblable est bien supérieur au vrai, qui par la force de leurs paroles font paraître grand ce qui est petit et petit ce qui est grand, qui donnent aux choses nouvelles un air d'antiquité, aux choses antiques un air de nouveauté, et qui ont inventé les discours condensés ou amplifiés à l'infini sur n'importe quel sujet. Un jour que j'en parlais à Prodicos, il se mit à rire et déclara que lui seul avait trouvé la méthode exigée par l'art des discours et que ce n'était ni la prolixité ni la concision, mais la juste mesure. C'était sagement parlé, Prodicos. Ne dirons-nous rien d'Hippias? Je pense que l'étranger d'Élise serait aussi de l'avis de Prodicos. Assurément. Que dirons-nous des doctes officines d'expression de Polos, du savant emploi qu'il fait des expressions redoublées, des sentences, des figures, des mots à la lysymbios, présent que ce maître lui fit pour fabriquer de l'élégance? Les procédés de Protagoras, Socrate, n'étaient-ils pas du même genre? C'était une certaine propriété des termes, mon enfant, avec beaucoup d'autres belles choses. Pour apitoyer par des lamentations sur la vieillesse et la pauvreté l'art du puissant rhéteur de Chalcédoine me paraît sans rival. Il est également capable de soulever les foules et d'apaiser leur colère par ses chants magiques, comme il disait, et il excelle à inventer et à détruire des calomnies, quel qu'en soit le motif. Quant à la fin du discours, il semble y avoir un accord unanime, qu'on l'appelle récapitulation, ou qu'on lui donne un autre nom. Tu veux parler du résumé final où l'on rappelle aux auditeurs ce qui a été dit? C'est cela. Vois-tu d'autres choses à dire sur l'art du discours? Je ne vois que des choses insignifiantes et qu'il ne valent pas la peine d'en parler. Si elles sont insignifiantes, laissons-les de côté et faisons voir sous un plus grand jour quelle est la puissance de l'art et où elle se manifeste. Cette puissance est immense, Socrate, du moins dans les assemblées populaires.
Elle l'est en effet, mais examine toi aussi, cher ami, si tu ne trouveras pas comme moi que la trame de leur art est bien lâche. Explique-toi seulement. Dis-moi donc, si quelqu'un venait trouver ton ami Éric Zimac ou son père Akoumène et leur disait « Je sais par l'emploi de certaines drogues échauffer ou refroidir à mon gré le corps, faire, si bon me semble, vomir ou évacuer par le bas, et produire quantité d'autres effets du même genre, et je prétends de ce chef être médecin et faire un médecin de tout homme à qui je transmettrais ses connaissances, que penses-tu qu'il répondrait à ces prétentions ? Il lui demanderait à coup sûr si c'est encore à qui et quand il faut appliquer chaque traitement et à quelle dose. Et s'il répliquait « Je n'en sais absolument rien, mais je prétends qu'un homme qui aura reçu mes leçons sera lui-même capable de faire ce que vous demandez ?» Il répondrait « Je pense, cet homme est fou pour avoir appris dans quelques livres ou mis la main par hasard sur quelques petits remèdes. Il s'imagine être médecin, bien qu'il n'entende rien à cet art. »